Oh là 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 là, eh ben oui. Et ça a commencé à enregistrer avant qu'on soit prêt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui... Il a fait le mouvement du lancement sans le lancement, oui. sans Parce qu'on que complète la je phrase. vous donne la parole après, en fait. Vous allez voir, il y a tout un plan qui est prévu. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour la sortie événement de cette semaine, à savoir The Substance de Coralie Farja. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Pour accompagner justement la sortie de ce film, je suis accompagné de deux personnes autour de cette table, à savoir tout d'abord Julie. Bonjour Julie. Bonjour Robin, bonjour tout le monde. Et bonjour Zara. Salut. Nous allons vous proposer une pastille comme nous avons pu faire pour Dahomey. Ça va commencer par une petite chronique qui va revenir sur le film avec un bout d'interview de Coralie Farja que nous avons eu l'occasion de pouvoir interviewer. Qui a répondu à une question. C'était à Cannes, c'était il y a 6 mois, mais il y a au moins une question, une réponse. Et ensuite, on va faire un petit débat sur revenir sur notre avis sur le film. Bref. C'est une réponse qui dure 3 minutes, donc légalement, c'est une interview, c'est marqué. Si ça dure plus de 1/10 de la vidéo, c'est une interview, hein, on peut le mettre dans le titre, hein, mais on va pas le faire parce que c'est un peu bâtard quand même. Bref, The Substance, de quoi ça nous parle? The Substance, ça nous parle l'histoire de Demi Moore qui s'appelle Elizabeth Sparkle et qui fait de l'aérobic et son producteur lui dit « T'as plus de 50 ans, ben maintenant t'es viré parce qu'à partir de 50 ans, tu vaux plus rien. » Et là, elle va tomber miraculeusement sur une substance qui lui promet d'avoir une version plus jeune d'elle-même. Attention, il y a une petite limite, c'est 1 semaine sur 2. Une semaine t'es jeune, une semaine t'es plus jeune, et tout ira bien. Sauf que est-ce que tout ira si bien que ça? Mystère. The Substance, d'où ça vient? Alors, Coralie Farja, peut-être que vous la connaissez avant avec son premier long métrage, à savoir Revenge, qui est un Rape and Revenge du coup, qui avait fait un petit peu parler de lui, qui était sorti en 2017 par différents festivals. En France, il était sorti en 2018. Et il avait fait parler un petit peu de lui parce qu'elle reprenait les codes du Rape and Revenge en y mettant toute une dimension un petit peu gore et un peu, entre guillemets, fun. Donc là, elle en vient à écrire son second long métrage. Au moment où ce Revenge sort, elle est en train de dépasser les 40 ans. Et à partir de là, il y a une réflexion qui lui vient en tête. C'est, je suis féministe, j'étudie les sciences sociales, etc. Pourtant, j'arrive pas à m'enlever cette idée du cerveau de pourquoi je me déteste autant. Pourquoi je déteste autant mon corps? J'ai l'impression que c'est bon, je viens d'atteindre le pic de ma vie et qu'à partir de là, je ne vais faire que dépérir et ne plus intéresser personne. Et ça, en fait, elle a voulu commencer un petit peu à l'analyser en se disant, ben ça, c'est tout le reflet que la société a envers moi et envers mon corps, et pas que mon corps, celui du corps des femmes en général, et que ça fait 2000 voire 3000 ans que c'est imposé et qu'il faudrait peut-être commencer à déconstruire ça. Ce qui se fait depuis quelques années, mais là, elle avait envie de le faire à travers un nouveau film. Donc, elle commence son écriture et ça va lui prendre 2 ans. 2 ans dans lesquels elle va essayer de placer un maximum de références, s'inspirer du cinéma qu'elle aime bien. Donc, ça va être celui de Cronenberg, celui de Carpenter, Kubrick, etc. Elle va continuer dans cette lancée de vouloir faire un film de genre parce que ce qu'elle apprécie là-dedans, c'est toute la liberté qu'elle peut retrouver. Et en faisant, du coup, ensuite, en écrivant ce scénario, on arrive en 2019, et là, elle va commencer un petit peu les divers castings. Alors, il y a plusieurs noms qui sont proposés, sauf que les différentes actrices, au fur et à mesure, disent non, parce que c'est quand même un film qui est très physique, en termes de ce que ça demande. Ça demande une certaine confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nu. Et c'est un film qui, en plus, veut beaucoup de jours de tournage. Pour vous donner un ordre d'idée, Revenge, elle avait fait avec 33 jours de tournage, donc à peu près 1 mois. Là, pour celui-ci, elle demandait 100 jours de tournage. Donc c'est quand même 3 fois plus. Sachant que, encore une fois, c'est un second long métrage. Alors justement, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu le tourner avec une boîte française, parce que pour avoir la liberté et un peu plus d'argent, elle a dû partir aux États-Unis. Donc là, elle a pu rencontrer l'équipe de Working Title qui lui ont donné ce deal, qui lui ont dit « Ok, on va pour les 100 jours, par contre, il va falloir tourner en Europe de l'Est. » Donc, je sais plus, je crois que les pays qui étaient en question, c'était la Roumanie, par exemple, ou la Hongrie, la Tchécoslovaquie, pardon. Et finalement, en fait, Coralie Farja voulait absolument travailler en France pour tout le savoir-faire et un petit peu la liberté qu'elle pouvait avoir en tant que réalisatrice. Donc finalement, grâce à un des producteurs qui était français, elle a pu avoir ça. Donc, tout le film a été tourné en France avec une équipe quasiment française, à part le directeur de la photo et le compositeur, toute l'équipe est française. Bref, revenons-en au casting.
un moment, le nom de Demi Moore est proposé. Et en plus, Demi Moore, par rapport à ce que veut proposer le film, c'était plutôt intéressant. Donc, elle lui envoie, et coup de bol, et ben, elle accepte. Alors là, elle va lire l'autobiographie de Demi Moore et elle se rend compte que ça correspond parfaitement à ce qu'elle veut traiter. Quelqu'un qui est en plein remise en question de elle-même, du fait qu'elle était sur le déclin, du fait de qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est le corps d'une femme. Et donc elle va accepter. Et c'est un petit peu par là que va aussi arriver Margaret Qualley, qui va jouer un rôle très important dans le film, hein, le deuxième personnage principal, on va dire. Et ainsi, le film va commencer un petit peu à se construire jusqu'à un tournage qui va commencer en mai 2022, qui va malheureusement être arrêté à cause de la mort de Ray Liotta, qui devait interpréter le producteur dans le film. Malheureusement, il a été remplacé par Dennis Quaid. Donc, le tournage s'est fait en août 2022, donc vraiment en plein cagnard. Ça s'est fait en Côte d'Azur, puis ensuite dans des studios à Paris. Ça a duré, comme je vous ai dit, 100 jours. Et donc, le film, ça s'est plutôt bien passé. C'est juste qu'elle avait une grosse exigence pour certains films. Certaines séquences ont demandé 21 000 litres de faux sang. Certaines séquences ont pris beaucoup de temps. Il y a une des séquences de la salle de bain que je ne vais pas dévoiler qui a pris 2 semaines. C'est tout le principe du film, c'est que vraiment, en fait, vu qu'il y a très peu de dialogue, tout le film doit passer par le montage, par l'image, par le son. Il y a un vrai travail du son et un vrai travail de la prothèse également. On peut parler du travail de Pierre-Olivier Persin, qui faisait un travail de fou. Il y a des jours où est-ce que c'était 7 heures de maquillage pour 2 heures de tournage. Donc, justement, le fait de pouvoir prendre son temps, ça a été hyper bénéfique par rapport au film. C'était un film très réfléchi avec un storyboard très avancé pour pouvoir vraiment donner le résultat que l'on connaît à l'heure actuelle. Bref, une fois que le film est fini, il est en montage courant 2023. Et alors là, maintenant, j'ai pas réussi à trouver d'autres informations. Mais le film, paf, il fait son avant-première à Cannes en mai 2024. Le seul petit truc que je peux vous dire, c'est que quand Thierry Frémaux, donc le directeur délégué du Festival de Cannes, a présenté le film, il a dit « Après beaucoup de batailles, le film est enfin sorti ». Ou c'était Coralie Farja qui avait dit ça. C'est Coralie Farja qui avait dit ça. Donc on peut supposer qu'elle a beaucoup galéré à faire en sorte que le film puisse avoir une sortie à Cannes. Ce qu'on peut savoir, et ce qui a été dit, c'est que le succès de Titane, de Julia Ducournau, entre sa Palme d'Or et le retour critique, a permis non seulement au film de se faire, mais aussi d'avoir la possibilité d'être présenté à Cannes. Et ça a été un vrai soulagement pour sa part, parce qu'une fois que le film a été présenté à Cannes, ça a été un succès immédiat. Donc il a gagné le prix du scénario, et depuis, il est en train de faire plein de festivals, et à chaque fois, le film est en train de faire un vrai succès. À l'heure actuelle, c'est un film qui est, si on prend un exemple qui n'est pas vraiment très révélateur, mais sur Letterboxd, c'est le film le plus noté de chaque semaine. Là, ça fait 5 semaines de suite qu'il est le film le plus vu de la plateforme. Il est en train de gagner une vraie reconnaissance auprès du public, et c'est rigolo parce que le film parle de comment des femmes vont totalement maltraiter leur corps justement pour de la reconnaissance. Avant que je vous donne la parole, j'aimerais juste revenir sur un point qui a souvent été évoqué, notamment parmi les retours négatifs, c'est la question que le film n'est pas du tout subtil, qu'il y a une vraie grossièreté. Alors justement, Coralie Farja, il vient... Alors tout d'abord, je vais vous lire une phrase que j'ai trouvée très intéressante dans sa note d'intention. Elle était en train de dire qu'en fait, on nous a tellement intimés pendant si longtemps d'être dans le contrôle et dans la retenue qu'à travers ce film, elle a voulu prendre le contre-pied. Vous voulez qu'on ait de la retenue, vous voulez qu'on ait de la subtilité, je vous envoie l'exact opposé. Et c'est ce qu'elle a fait dans ce film. Et la question que j'avais pu lui poser à Cannes, c'était comment elle avait réussi à obtenir la liberté dont je vous ai parlé plus tôt dans la chronique. Et justement, on revient là-dessus. Alors c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ce film, ça a été pour moi l'exigence absolue, parce que je me connais en tant que réalisatrice et je me connais dans ce que j'aime faire, la manière dont je travaille, et je savais que pour être heureuse dans ce que je faisais et mener ce film à bien, il fallait absolument que je garde cette liberté créatrice qui pour moi était gage de ce que signifie le film, c'est-à-dire de ne pas avoir de limite, d'exprimer une voix, d'exprimer une vision, et qu'elle reflète vraiment mes intentions dans ce que j'ai envie de raconter. C'est pour ça que j'ai pris vraiment le soin de réfléchir à la configuration qui me permettrait d'atteindre cet objectif. Je me suis entourée d'une équipe qui m'a permis ça. Vraiment, mes producteurs, Working Title, ça a été des discussions que j'ai eues très tôt avec eux sur les faits que c'était le plus important pour moi.
Le fait aussi finalement de tourner mon film en France avec des équipes françaises. On était un petit peu dans notre bulle, avec une vraie liberté de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans des process totalement classiques. On avait notre manière un peu artisanale de construire le film. Et je pense que la manière dont on construit les films s'imprime vraiment dans ce que les films sont, et d'avoir cette liberté-là, de le faire à notre sauce, entre guillemets, je pense a beaucoup joué dans la liberté qu'on a eue. Et après, il n'y a pas de secret, c'est aussi énormément de travail, énormément de combats, énormément de batailles à mener pour tenir ses convictions, même quand tout le monde n'est pas d'accord, ou tout le monde doute, ou tout le monde a peur, parce que à bout d'un moment donné, il y a beaucoup de peur à la fin d'un film, surtout quand il est assez inhabituel. Et je pense que c'est croire, c'est garder son instinct, garder contre vents et marées ses convictions, même si c'est quelque chose qui est sans doute le plus difficile. Je pense que c'est le rôle d'un réalisateur et son devoir. Et c'était en tous les cas ce que je savais que j'avais pas d'autre choix. Et grâce à tous les gens avec qui j'ai travaillé, je pense qu'on a réussi à créer cet objet unique qui a sa liberté, et d'être projeté ici, de sentir que le film et sa spécificité étaient si bien reçus. Vraiment, c'était une émotion immense, parce que on est passé par monts et par vaux, avec beaucoup de doutes, de moments durs et de joie aussi, et d'être là à ce festival, c'était la plus belle récompense pour le travail de tout le monde. Et je pense qu'on est fiers, et je suis très très fière d'avoir pu présenter le film ici. Ouais. Et je viendrai aussi pour compléter que Coralie Farja s'est mise en tant que productrice sur le film pour justement garder cette mainmise, et qu'elle a réussi à pouvoir obtenir gain de cause. Petite question, à votre avis, quelle scène elle a dû se battre pour le garder jusqu'au montage final ? Il y a vraiment une scène du film. La scène de la grande bouffe. Je sais pas. La scène de la crevette ? Ah non. Ah, C'est en mode de la grande bouffe au moment où elle mange n'importe quoi. Mais donc, du coup, Non. tu viens de spoil. ouais, c'est pense la à scène ça. de la crevette. C'est fou, mais la scène de la crevette, elle a dû se battre pour qu'elle garde, parce qu'elle mettait tout le monde mal à l'aise. Enfin, les producteurs, les gens qui voyaient le film en Je post-production. me souviens, tu l'avais vachement vendu. Au final, moi, elle m'avait pas tant. Peut-être parce que je te l'avais trigger vachement que ça. vendu. Oui. Peut-être. Voilà. Bref, voilà, c'était une introduction. Maintenant, je vous donne la parole. On va commencer peut-être par Zara. Alors, vous avez vu le film. On l'a tous les trois vu en avant-première. Zara, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Qu'est-ce que tu aimerais dire dessus ? C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'avais hâte de le voir parce que, en fait, ce genre de proposition, cinéma de genre, body horror avec un propos féministe, il y avait tout pour me plaire dedans. Et du coup, en fait, j'ai passé un bon moment devant le film. Enfin, comme tu dis, Robin, ce qui est appréciable déjà en dehors de tous les propos dont le film traite, etc., c'est qu'un film comme ça puisse exister en fait dans le paysage actuel. Enfin, un film qui se donne à fond, comme ça, qui va en termes body horror et qui va avec ses propos, sa thématique. Enfin, voilà, moi, je suis très contente quand des films comme ça existent de manière générale. La limite que j'ai eue pendant mon visionnage, c'est que malgré le fait que j'aime beaucoup cette non-retenue, et j'entends totalement l'argument de Coralie Farja sur le fait d'y aller à fond, un peu en contre-pied de ce qu'on attendrait généralement d'une attitude féminine, gros guillemets. Cette non-retenue, je l'ai appréciée dans la générosité de la proposition, dans la générosité dans le sens plastique dégoulinant du terme, mais je l'ai moins appréciée notamment dans son rythme et dans sa narration, dans le sens où le film est tellement à fond tout le temps qu'à un moment, je me suis lassée. On enchaîne vachement plein de moments assez clipesques ou assez intenses, que ce soit de par l'image ou de par la musique, qu'à un moment, je me souviens que mon cerveau a un peu décroché. J'ai pas décroché de l'histoire, mais j'ai T'étais plus autant à fond. Voilà, j'ai arrêté de ressentir la viscéralité qu'essayait de me faire ressentir le film, parce que, en fait, cette intensité s'est un peu transformée pour moi en monotone. Et je me souviens que c'était mes réserves à la fin du film, même que les 10 dernières minutes, j'en arrivais un peu à souffler, quoi. Parce que je me disais, c'est bon, le film, j'ai compris. Tu peux... je me souviens que ce qui m'avait particulièrement exaspérée,
c'est dans les dernières scènes. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a des fleurs sur la table avec des mots, etc. Et plein de fois, la caméra va faire des gros zooms sur le mot love, we love you, etc. Pendant que il y a toute cette transformation finale, etc. machin. Et c'est notamment, je crois, ça qui m'a fait souffler. En mode, t'as pas besoin de me faire zoomer sur les mots, en gros, pour m'expliquer ce que le personnage est en train de ressentir. T'es suffisamment clair comme ça dans tes intentions. Voilà, vraiment, je chipote, je suis au courant. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui fait que moi, j'ai un peu moins réussi à être dithyrambique sur le film, juste parce que dans sa rythmique et dans l'appui de certains propos, il m'avait un peu saoulé, quoi. Mais voilà, c'était juste de la lassitude. Après, c'est pas du tout une remise en question de ce qu'est le film en soi. Moi, c'est juste un problème de rythme. J'ai un peu l'impression d'être une rabat-joie à la fin de la séance parce que du coup, j'étais entourée de gens fuck you. Du coup, j'étais entourée de gens qui étaient en mode c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je trouvais le film très bien, mais j'arrivais pas à dire c'est génial en fait. Mais je pense que en fait, c'est un film qui a un peu grandi en moi, pas comme dans le film, j'espère, mais voilà, enfin, je sais que c'est un film auquel je repense souvent. Malgré tout, c'est un film hyper marquant dans enfin pas que dans son propos, mais dans ses images aussi. Et puis la musique, moi, c'est totalement, alors c'est accessoire comme commentaire, mais c'est totalement le genre de musique que j'écoute. La musique très boum boum, on va dire. Et je pense que ça a joué aussi dans le fait que le film, cette rythmique, en fait, ces moments clipesques que j'ai critiqué pendant mon visionnage, qui faisait partie de ce too much en termes de tonalité pour moi, et bien finalement, c'est des moments qui me sont restés en tête après. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui m'a habité, on va dire. Et donc c'est pour ça que je suis passée de 3,5 à 4. Parce que je me suis dit, quand tu repenses à un film comme ça, et que c'est malgré tout, je trouve que c'est un film dont tu as envie de parler. Pour moi, c'est toujours un plus quand un film arrive à rester avec toi comme ça. Et après, ça joue aussi avec le fait que moi, c'est des thématiques qui me touchent en tant que femme, en tant que féministe. De manière générale, dans le cinéma, c'est des questions dont j'aime bien le traitement en général. Donc, il y avait énormément de choses pour me plaire, donc ça ne m'étonne pas. Mais quand même, voilà, globalement, mon cheminement par rapport au film. Julie, toi, tu es celle qui l'a vu le plus récemment. C'est vrai. Donc, tu l'as encore bien en tête, j'imagine. Oui. Alors, toi, par rapport au film, qu'est-ce que tu peux rajouter ou redire ce qu'il vient d'être dit ? Déjà, je suis totalement d'accord avec Zara dans l'idée que c'est vraiment un film qui te reste en tête, en fait. Tu sors de la séance... Et après, tu y repenses, et il y a des images qui marquent. Et je trouve ça vraiment super fort, comme tu disais, d'arriver à créer un film comme ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà, quand je suis sortie du film, c'était l'énergie que le film donne. Toi, tu critiques entre gros guillemets un petit peu cette espèce de rythme effréné. Et moi, au contraire, c'est ce qui m'a totalement pris, en fait. J'ai été pris dans cette espèce de rythme, de boum boum à travers tout le film. C'était hyper énergisant, en fait. Et à la fin, je suis sortie, j'étais toute hyper boostée, en fait. Et je trouve ça assez fou, pareil, qu'un film arrive à créer ça. Et pareil, tout l'aspect un peu très, très kitsch, très grotesque, en fait. J'ai compris assez rapidement que le film allait avoir un petit peu cette tonalité-là et cette façon, à la fois dans l'écriture et dans la représentation. Du coup, dès qu'il y avait des trucs qui étaient hyper accentués, des trucs hyper grossiers dans la mise en scène, finalement, je l'acceptais et je le voyais plutôt dans le style, c'était drôle en fait de partir dans ce type de mise en scène-là, alors que ce qui était montré était des choses vraiment horribles, vraiment, il y a de la violence, il y a du gore, il y a des trucs vraiment difficiles à voir. Et en même temps, il y a cette espèce d'humour. Et parfois, je pense à la scène de montage où on voit Dennis Quaid en surimpression sur un truc là. Sur le livre de cuisine. Voilà. C'est des choix de mise en scène, de montage qui sont hyper étranges et qui du coup sont hyper drôles. Et ça aussi, c'est assez fou. C'est arriver à faire un film où à des moments tu rigoles beaucoup et d'autres moments où tu es super choqué. Je trouve que c'est trop fort d'arriver à alterner comme ça le ton du film, quoi. Je trouve que c'est le type de dégoût que tu dis, genre tu fais bah, mais avec un sourire, tu vois. Exactement. Un peu un truc jubilatoire presque. C'est ça, c'est tout cette espèce de surplus de grotesque que t'es hyper jouissif en fait, en mode t'es presque content en fait de voir ça, de voir tout ce truc qui... Et voilà, forcément tout le film c'est aussi ça, c'est une surenchère et ça devient de plus en plus que c'est hyper
voilà quoi, tu jubiles, comme tu dis, de voir ça. Et bien sûr, comme tu disais toi, de base, c'était un type de film qui, je pense, devait me plaire, puisque je suis hyper sensible au body horror et au traitement des thématiques féministes. Donc voilà, le rapport au corps, les troubles alimentaires, les attentes sociétales sur le corps des femmes et tout. Et arriver à traiter ça de façon aussi viscérale, je trouve ça hyper marquant en fait. Et c'est totalement ce que j'attendais de ce type de film, c'est-à-dire te faire ressentir dans ton propre corps des thématiques comme ça sociétales. Donc ça, trop cool, bravo. Ouais, je vous rejoins totalement. Alors, pour donner un peu plus de contexte, j'ai déjà vu le film 4 fois. Et c'est mon film de l'année. Il est obligé de faire un petit battement de cils quand il dit ça, c'est très drôle. C'est un petit... Oui, excusez-moi, je l'ai dit 4 fois. Mais j'adore ce film, voilà, j'adore vraiment ce film, le côté ultra décomplexé dont vous parliez. Justement, Coralie Farja revient là-dessus en disant que si elle a utilisé l'humour et plus particulièrement la satire, c'est parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen, en tout cas meilleur passage pour donner un message qu'à travers la satire. Parce que ça permet d'être beaucoup plus impactant et d'être beaucoup plus grand public. Par exemple, là, il y a eu beaucoup d'avant-premières en France, d'ailleurs. Ça, je ne sais pas trop pourquoi. Le film sort vraiment 1 mois et demi après la sortie des États-Unis et on est le dernier pays à le sortir. Donc, je ne sais pas trop quelle est la volonté derrière. Est-ce que c'est pour surfer sur l'attente ou pas? Bon, bref. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les films d'horreur, vont quand même aller le voir et arrivent à l'apprécier parce qu'il y a toute cette couche de fun qui fait que tu arrives à supporter. Julie, tu parlais, il y a quand même des passages qui sont vraiment ultra violents et en plus le film arrive à jouer sur des tonalités. Je pense à une séquence d'appartement où ça en devient très drôle, notamment pour les baffes ou pour les coups qui sont envoyés, et très vite ça va te plonger dans quelque chose de glauque, de vraiment qui te met très mal à l'aise, et je trouve que le film arrive super bien à jouer sur ces différentes tonalités. Il y a quelque chose qui m'a marqué au second visionnage, c'est en fait, comme elle dit, il y a très peu de dialogue, mais plus que ça, c'est que les personnages ont quasi aucune interaction entre eux. Et toutes les interactions qu'ils ont sont très stéréotypées. Je pense notamment à toutes les discussions avec Denis Quaid, qui est génial dans le film, il cabotine comme pas possible, et ça rajoute sur le côté très grossier qui fonctionne très bien dans le film. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un conte de fées modernisé, pop, qui venait déconstruire justement toute cette imagerie qu'on a à travers les contes de fées. Je pense à Blanche-Neige, où la gentille, elle est très très belle, et la méchante, elle s'enlaidit, elle se vieillit pour devenir quelqu'un de très méchante, et comment, indirectement, les contes donnent des clés de... une femme, elle doit être très belle, elle doit être fine, elle doit être jeune, alors que si elle est vieille, si elle est moche, elle est méchante, donc il ne faut pas elle être, etc. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un conte de fées, donc il ne faut pas s'attendre à ce que les personnages aient quelque chose de surdéveloppé. Ce sont des personnages idées. C'est même pas des personnages fonctions, c'est des personnages idées qui correspondent à une idée qu'on va traiter à travers eux. Le personnage ne va pas devenir en tant que tel, il ne va pas être matériel, pas concret, etc. Ce qui peut en rebuter certains, mais quand tu comprends que c'est dans la note d'intention, je trouve ça super. J'ai vu Coralie Farja qui parlait de ça et du coup qui parlait du symbole. Et ça, quand elle a dit ce mot, ça m'a grave flashé. C'est exactement ça. J'ai l'impression que tout est hyper symbolique en fait. Et ce qui fait que ça peut paraître un petit peu, du coup, ça manque un peu de subtilité parce qu'elle va utiliser des symboles, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans comment l'histoire est racontée en fait. Et donc voilà, c'est une sorte de conte symbolique. Ouais, non mais complètement. Le symbole, c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans ces interviews. Je voulais une phrase que j'aime beaucoup, et Zara, ça va te permettre d'évoquer une scène que tu m'as beaucoup évoquée. C'est, alors là, je crois que c'est je sais plus si c'est dans sa note d'intention ou ses interviews, elle dit « Je ne connais pas une seule femme qui n'ait pas un rapport problématique à son corps ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Et Zara, justement, j'aimerais t'entendre sur une scène dont tu me parles souvent. Qu'est-ce que ça vous évoque? Zara parle de la scène. Et vous en pensez que... Vous en pensez pas? Wink wink. C'est de la transition, je bosse. Oui, parce que la veille, je reparlais, en fait, moi je réévoquais une des scènes qui m'a le plus marquée dans le film, c'est la scène la moins fantastique. En fait, c'est la scène où Demi Moore décide d'aller à un rencard en étant elle-même. Il y a ce truc où tu penses vraiment qu'elle va y arriver ou quoi. Puis, genre, c'est Demi Moore, elle est magnifique, enfin, elle sera encore plus magnifique qu'elle n'est. Mais il y a ce truc où en fait, elle s'est déjà transformée quelques fois avant et elle n'arrive plus, du coup, à s'apprécier. Enfin, là, du coup, elle a passé un stade où elle
n'arrive plus à s'apprécier, même elle rajoute du maquillage, elle se remet le rouge à lèvres, elle refait le truc, et en fait il n'y a jamais rien qui va, et elle finit par tout envoyer foutre en l'air, enfin genre elle se frotte hyper violemment le visage. C'est une scène qui m'a vraiment frappée parce que je trouve que c'est une scène qu'on a déjà à intensité variable. Je trouve que c'est une scène qu'en tant que femme, on a déjà toutes vécues parce que, comme le dit déjà Coralie Farja dans sa note d'intention, voilà, t'as beau être sensibilisé le plus possible, lire là-dessus, etc. Tu ne peux pas t'empêcher en tant que femme de t'objectifier un minimum. C'est pas tout le temps, c'est pas mais des fois en fait ça va ressurgir. Il y a des jours où tu vas te sentir nickel et tu vas te regarder dans le miroir et tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui va pas et d'un coup tu changes de tenue, etc. Je caricature, ça peut sembler caricatural mais c'est vrai. Moi, par exemple, c'est des choses que j'ai déjà faites, mais je pense que c'est une expérience qui est largement vécue. Je trouve que ça explique bien. Le film traite déjà de cette objectivisation, dans le sens où Sue, du coup, c'est l'objet de désir masculin ultime. Cette objectivisation, c'est un truc que le personnage vit. Et c'est un truc que nous, on vit déjà tous les jours. Et c'est une scène qui m'a paru, en fait, hyper familière. Et donc, voilà, du coup, c'est pour ça que je l'ai apprécié. Ouais, tu parles de Sue, donc je vais juste revenir là-dessus. Je trouve ça assez rigolo / méta, si je puis dire, que Sue, du coup, interprétée par Margaret Qualley, a suivi un entraînement très intensif pour justement correspondre à ça, et que même là, c'était pas suffisant parce qu'on a dû lui donner des prothèses de faux seins, par exemple. Et je me dis, c'est marrant parce que même ce qui est montré comme la perfection dans le film est basé sur quelque chose de faux, qui n'est pas concret, qui n'est pas réel. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais du coup, ça appuie encore plus cette impossibilité-là d'atteindre. C'est déjà le cas des standards de beauté qui sont érigés de manière générale. Là, la mode du corps en ce moment, parce qu'il y a des modes de corps en fait dans les magazines féminins ou quoi, c'était pas la même dans les années 50 qu'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on serait plus sur un corps à la Kim Kardashian. Et en fait, quand tu y réfléchis, c'est des proportions qui sont impossibles à atteindre, même encore avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Instagram, elle y vient souvent d'ailleurs. Instagram, voilà, t'as des fils, t'as Photoshop, etc. Et en fait, c'est des images dans lesquelles on baigne constamment, mais pas que sur les réseaux sociaux, dans le métro, sur les affiches ou quoi. C'est des images de femmes qui habitent ton quotidien. Et donc, du coup, déconstruit ou pas, on te fait rentrer dans le cerveau que, en fait, une femme, ça ressemble à ça, quoi. Une femme belle, en tout cas, ça ressemble à ça. Julie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Ah non, mais c'est fou parce que cette scène, ça m'a fait exactement la même chose quand j'ai vu ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça représenté parce que je me suis dit la même chose. Je me suis dit, ça, c'est un truc que j'ai déjà vécu, quoi. Et d'arriver à si bien représenter ce regard qu'une femme peut porter sur elle-même en ayant intégré en fait une sorte de regard que la société a sur elle-même. La façon dont elle se regarde dans le miroir, la façon dont elle se voit aussi dans la poignée de la porte qui la déforme pour montrer ce regard qui est déformé sur elle-même. Et j'ai trouvé génial. Et pareil, comme tu dis, que ça soit une des scènes qui est la plus naturaliste, entre guillemets. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas d'horreur. Mais on ressent quand même cette horreur juste dans le regard qu'elle porte sur elle-même. Je trouve ça incroyable. Et pareil, c'est une des scènes, après le film, je me suis dit, trop génial d'avoir mis ça dans le film, quoi. Ça rapporte vraiment une dimension où tu peux t'identifier, quoi, et tu te dis, waouh, c'est vraiment ça, quoi. J'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est comment vous abordez la question du male gaze dans le film. Comment vous l'interprétez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ? Comment vous le voyez ? Julie, tiens, je te vois commencer à hocher la tête, donc je te lance. Moi, je me suis posé la question pendant le film, surtout toutes les scènes avec Sue, la façon dont elle est filmée, reprennent vraiment les codes du male gaze, avec on va diviser le corps de la femme, on va la montrer des jambes jusqu'à la tête, ça reprend vraiment tous les codes. Mais étrangement, ça ne m'a pas du tout dérangée, parce que pour moi, il n'y avait pas du tout de sexualisation dans la façon dont c'était montré, parce que ça s'ancrait dans un film qui était hyper froid et hyper chirurgical, et j'avais l'impression que même ces images-là étaient hyper fausses, hyper froides, du coup, j'étais moi personnellement dans l'incapacité de trouver ça beau ou genre sexy, parce que c'était juste, c'était trop faux et voilà, clinique en fait dans la façon dont c'était montré. Donc après, je sais pas si c'est moi qui avait ce regard parce que j'avais réfléchi sur le film et parce que je savais que c'était une réalisatrice, donc parfois aussi ça peut changer ton regard.
Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai pris vraiment comme quelque chose de fait exprès, quoi. Zara, est-ce que tu voulais revenir dessus ou pas? Au contraire, je trouve que ces séquences-là sexualisent en fait l'actrice, mais que c'est le but en fait. Et pour moi, le film y arrive. Vraiment, il y a 1 milliard de plans sur son boule à l'actrice. Et ça reprend du coup toute cette imagerie sexiste clipesque. On a baigné dans des clips musicaux qui font ce genre de plans sur les danseuses. Et moi, je trouve que, après, c'est tout à fait pertinent de le représenter comme ça. Et encore une fois, comme Sous, c'est l'objet de désir par excellence, et que dans l'histoire, en plus, on l'a choisi pour l'émission, pas pour faire une émission de sport, mais c'est aussi parce que c'est... parce qu'elle, en fait, elle a, on va dire, les grands mots, elle a un potentiel de baisabilité, entre guillemets, pour le spectateur, bien à sa place. Pour le spectateur masculin moyen. Voilà. Et c'est ça, en fait, ça représente aussi le regard du spectateur, ce qu'attend, on va dire, plutôt le producteur d'elle, c'est cette sexitude-là. Voilà, moi, je trouve que le film fait hyper bien ce basculement. J'ai vu sur Internet qu'il y avait vachement de gens... tout ce qu'ils retenaient du film, c'est « Ah, elle est trop sexy, Margaret, et tout ça dans le film et tout ». Et les gens qui étaient en mode « Vous n'avez rien compris au film et tout ». Mais voilà, c'est des scènes qui marchent, quoi. Je vais vous lire une phrase justement par rapport à comment elle réagit aux critiques qui vont qualifier son travail de misogyne, et ensuite je te poserai une question sur Revenge. Elle dit « Je montre tout ce que moi, en tant que femme, je ressens comme des comportements misogynes, inégalitaires, et je les mets en scène, c'est ma manière de les dénoncer. » Justement, par rapport au truc du male gaze, aussi, elle disait qu'il faut différencier 2 manières dont elle va filmer le corps de ces actrices. Il y a le plateau télé qui, là, il va être représentation du male gaze, avec des plans qui sont pas très subtils, où tu as carrément la caméra qui se trouve au niveau du sexe de l'homme, plus d'une fois. Pour moi, c'est pas anodin qu'on filme à partir de cet angle-là. Par contre, elle veut le différencier des scènes où est-ce que c'est un peu plus intimiste, dans les scènes de salle de bain, où là, elle ne se retrouve qu'avec elle-même, et là, c'est son propre regard. Et là, il n'y a pas une manière de sexualiser les actrices. Est-ce que tu parles de la scène de la première transformation ? Non, les scènes de salle de bain, elle a dit. Elle dit les scènes de salle de bain, c'est pas du male gaze. Par contre, là où je le reprends, c'est dans les scènes du plateau de télé. Je suis pas d'accord. Je trouve que la première fois où elle a son corps jeune, la manière dont elle se caresse ou quoi, genre c'est très érotisé, mais c'est très male gaze aussi. Mais c'est parce que, moi encore une fois, ça m'a pas gênée. C'est malaisant, mais en fait, c'est une actrice qui pense comme ça. C'est ce qu'elle attend. Elle se voit depuis le début. Elle se voit à travers ce prisme. C'est quelqu'un qui, comme énormément de femmes et comme énormément de monde, qui vit à travers le prisme du male gaze. Donc, en fait, elle apprécie son corps jeune comme... en fait, elle se chosifie déjà dans cette transformation-là. Et je trouve que à partir du moment où il y a ces caresses qui sont très intimes, où elle apprécie son corps, la manière dont elle se positionne direct, elle se chosifie déjà, on est déjà dans le male gaze à partir de ce moment-là. Mais ça fait partie du film. Ouais. Julie, j'ai une petite question pour toi qui va me permettre de conclure, parce qu'on est bientôt à 35 minutes quand même. C'est, toi, tu as vu Revenge, du coup. Est-ce que tu vois des passerelles entre les 2 films qu'on pourrait revoir ? Du coup, là, on parlait surtout de la façon de représenter le corps, et je me souviens qu'il y avait un peu ce type de regard et cette façon aussi de montrer le corps de la femme dans Revenge. Exactement, oui. Elle s'est filmée de la même manière que celle de Margaret Qualley. Il y avait toujours cette façon de... il y a une meuf et 4 gars qui la regardent, 3. Et du coup, la caméra va la regarder de la même façon que ces hommes la regardent. Et donc, ça m'avait plus dérangé dans Revenge. Parce que c'est hyper malaisant, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi, du coup, ça m'a plus dérangé dans Revenge. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de personnages masculins identifiés, parce que là en fait il y en a très peu en soi dans The Substance. C'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il y avait plus ce truc du waouh, elle est vraiment toute seule face à ces gars et ces regards-là. Ça traite de VSS, là où The Substance ne le fait pas réellement, on va dire. Oui. Peut-être que je voyais plus la violence qu'il y avait dans ces regards, parce que dans la situation du film, c'est beaucoup plus... c'est plus violent. Il y a aussi autre chose qu'on peut relever, c'est sa manière de jouer avec les corps, notamment dans Revenge, vu que c'est un rape and revenge. Du coup, dans sa vengeance, la manière dont elle va maltraiter le corps des hommes qui l'ont fait souffrir. Je pense à certaines scènes de verre dans le pied, et en plus, on voit comment le corps il décompose, elle aussi avec la branche de l'arbre, sans trop en dévoiler. Et ce final
qui lui aussi explose en termes de quantité de sang. Bon voilà, c'est marrant de voir les bases qu'elle a posées dans ce film qui est très simple, hein, c'est en ligne droite, c'est 1h40, ça va très vite, et comment on va reprendre du coup toutes ces thématiques, tous ces petits trucs qu'elle avait déjà pour les explorer un peu plus dans The Substance. J'ai encore plein de choses à dire, mais bon là ça va bientôt, on approche des 40 minutes. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous encourage vivement à découvrir The Substance. Peut-être que vous l'avez déjà vu au moment où vous écoutez cette... Vous pouvez le voir au moins 4 fois, hein, Robin en témoigne. Voilà. Le seul petit conseil, c'est attendez une semaine. 3 jours entre 2 visionnages, c'est pas top, mais à partir d'une semaine, ça se revoit et c'est très agréable, vraiment. Voilà, donc ça sort en salle le 6 novembre, donc d'ici quelques jours. On va clairement en parler d'ici la fin de l'année, je pense. Aux Oscars, c'est un film qui va gagner le meilleur son. On n'a pas parlé du son, mais il y a un travail titanesque autour du son. Évidemment, meilleur maquillage, je vois pas un autre film qui peut le gagner face à lui. Et ensuite, pourquoi pas, peut-être meilleure actrice pour Demi Moore. Bon, ça, ce sont des spéculations que nous verrons d'ici quelques mois. Et ben, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ces clés vous aura permis d'avoir des informations supplémentaires sur The Substance, voire vous donner envie de le voir ou de le revoir. Nous, on se retrouve, je sais pas, d'ici une semaine et demie, je pense, pour un nouvel épisode d'Avis désastreux. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être au courant des petites actualités, de nos petits sondages, etc. Allez voir des films et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui... qu'on ne partage pas. Non, c'est de penser qu'à partir de 40 ans, on ne vaut plus rien. Alors que c'est faux. Aimez-vous, voilà, c'est le petit message de fin. Tu vas avoir le dernier mot. Ok, allez-y. Mais non, mais c'est bon, tu m'as coupé l'arbre sous le pied. Dis le dernier mot, Julie. Le dernier mot. Allez, salut, ouais, ciao. Salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.